Cette émission vous est offerte par RTL. Mesdames, Messieurs, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver de nouveau cette semaine. Mon invitée de ce soir est une femme de droit. Elle est l'héritière d'une longue tradition familiale, elle est de tous les combats de la société civile, des femmes et des droits humains de ce pays depuis les années 80. Son expérience professionnelle et politique est marquée par une image de pondération et de mesure. Ministre des Droits Humains, membre de la Commission pontificale Justice et Paix, membre de la Commission des sages de l'Union africaine. Cette même pondération et cette même mesure qui fait dire à certains qu'elle est trop calme, trop sage pour accéder à la place à laquelle ses compétences pourraient lui permettre d'accéder. Je vais m'en expliquer avec elle. Ça va être une émission particulière pour moi, vous allez comprendre pourquoi. Je m'en vais la rejoindre. Marie-Madeleine Kalala, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, c'est une position particulière que j'ai aujourd'hui, Marie-Madeleine Kalala. J'ai pas l'habitude de faire semblant, j'aime bien être authentique dans la manière dont j'interroge mes invités. Vous êtes, je vais commencer par le vous êtes quand même une personnalité politique, vous avez eu un ministère en charge, vous êtes actif dans la société civile et j'ai d'abord pris l'habitude de ne jamais tutoyer les personnalités politiques que je reçois. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous êtes quand même une personne qui est au fait de l'actualité. Je pose la question de savoir si on se tutoie ou on se vouvoie. C'est selon. On va bien entendu se tutoyer parce que tout le monde sait, la plupart des gens qui regardent la télévision et qui vous connaissent et qui me connaissent savent que vous êtes ma tante. Donc on ne va pas faire semblant, on va se tutoyer. Marie-Madeleine, ça me fait très bizarre. Moi aussi. Marie-Madeleine, est-ce que le portrait que tu viens d'entendre est fidèle à ce que tu sais de toi, à ce que tu as vécu? Oui, je pense qui reflète assez bien ma personnalité, effectivement. Alors évidemment, j'aime bien respecter le rituel, et le rituel veut que je te demande où est-ce que tu es né, dans quel cadre, quel était le cadre de ces premières années et de qui tu es né, que tu me fasses ce portrait familial. Alors, je suis la fille de François Kalala, Odinga, et de Françoise Ngoï Mobeshi. Je suis née à Kinshasa, Léopoldville à l'époque, à l'hôpital général de Léopoldville. Donc voilà, ça c'est pour ma naissance. Le cadre, je suis née dans une famille chrétienne, catholique. J'en parle parce qu'on a parlé tout à l'heure de ma personnalité et je pense justement que ça indique assez bien d'où je tiens à cette personnalité. Parce que c'était une famille je dirais, très engagée au niveau de l'Église, très pieuse. Et surtout, une foi, parce que aujourd'hui on en parlera certainement, la foi que j'ai, je l'ai très forte à cause, pas seulement de ma mère, de mon père, curieusement. Parce que toute sa vie, j'ai observé mon père, il a vécu sa foi, mais en toute vérité. Il n'a pas faim, il ne s'est pas caché, il a assumé sa personnalité. Donc voilà le milieu dans lequel j'ai vécu et dans une famille très heureuse. Je dois dire que si aujourd'hui il m'était demandé de revenir sur Terre, qu'on me demandait de choisir mes parents, je choisirais les mêmes parents. Marie-Madeleine, les Kinois historiques savent évidemment pour leur immense majorité qui était François Kalala à l'époque, qu'est-ce qu'il représentait dans cette ville.
J'aimerais que tu nous fasses un portrait rapide de qui il était, parce qu'il y a des gens de la plus jeune génération qui ne l'ont forcément pas connu et qui n'ont peut-être pas la mesure de la personnalité que cet homme était. Alors, c'était d'abord un homme très simple. Un homme très simple, un homme de principe, un homme enjoué, un homme très sociable, qui avait sa porte toujours ouverte à tout le monde, quelles que soient ses origines, et un homme qui entreprenait. C'était un administratif. Au départ, c'était un administratif, mais c'était aussi un homme qui aimait la vie et qui aimait le sport. Et c'est comme ça qu'il a laissé, à mon avis, un nom qu'on ne prononce pas assez souvent dans le domaine du sport en République démocratique du Congo, parce que cet homme-là a été celui qui a participé à la fondation de Dragon, qu'on appelle aujourd'hui Bilima, et qui est revenu, je pense d'ailleurs, à Dragon. Et c'est un homme qui a piloté la fédération congolaise de football pendant pratiquement toute la fin de sa vie. Quelle valeur cardinale tu gardes de cet héritage familial, non seulement de lui, mais en plus de ta maman? La valeur, non, je dirais les valeurs cardinales, c'est d'abord, bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a l'honnêteté qui était vraiment au centre des choses. Il fallait être honnête, être franc, être sincère, être fidèle dans ses engagements, être généreux, parce qu'en fait c'était un homme et une femme généreux de cœur, et c'était des gens de bien. Voilà, ça ce sont les valeurs que parmi tant d'autres, et je l'ai déjà dit, c'était des personnes de principe. Ils tenaient au principe, un engagement était un engagement, il fallait l'assumer et aller jusqu'au bout. Vous êtes une fratrie de combien de personnes? Nous sommes à 7. Quelle était l'ambiance familiale à l'intérieur de cette fratrie pléthorique quand même, parce que 7 enfants, c'est beaucoup. Famille nombreuse, oui, très nombreuse. Bien, il y a eu, je dirais, une première fournée, je ne sais pas si je dois le dire ainsi. Il y a eu 4 enfants, il y a eu un temps de pause de 7 ans quand même, et puis il y a eu les 3 derniers. Tu as un cursus scolaire assez impressionnant, en tout cas par rapport au mien. Mais j'aimerais savoir, les premières années de ta vie, tu les passes où? À Kinshasa? Dans quelle école? Tes premières 20 ans entre deux pays, le Congo et la Belgique. Comment ça se trace, cette histoire? Bon, mes premières années, je dois dire, j'ai été préparée à la Belgique en étudiant déjà ici au lycée de Kalina. J'ai commencé l'école gardienne fin des années 50, ici au Sacré-Cœur. Là où se trouve aujourd'hui l'ISP, juste après le grand bâtiment, il y a une petite bâtisse qui est là, et ça c'était l'école gardienne où j'ai commencé. À l'époque, ne fréquentaient cette école que les enfants de colons et les enfants de l'élite congolaise de l'époque. Donc on était très peu de Congolais finalement, et beaucoup de petits Belges, enfin de petits Occidentaux. Ben, là où j'ai fait mes premiers pas, où j'ai approché en fait, j'ai commencé à approcher la Belgique. L'indépendance est arrivée, on a décidé d'envoyer les enfants en Europe. Et à la faveur justement de ce mouvement, je me suis retrouvée en Belgique. À quel âge? J'avais 9 ans quand je suis arrivée en Belgique. J'ai été pas placée. À mon arrivée, j'ai été accueillie par une amie à mes parents, enfin une famille amie à mes parents, Madame Haussmann d'ailleurs. Et elle s'est chargée de me trouver un internat où j'étais, à Nivelles. Ma première année, je l'ai passée à Nivelles. Mais c'est très loin tout ça. La seconde année, on m'a déplacée pour me rapprocher de ma grande sœur, l'aînée de la famille, qui entre-temps, elle était partie avant nous, s'était mariée à un footballeur congolais. À l'époque, les footballeurs congolais avaient du succès. C'était les premières années où ils arrivaient en Europe. Et donc moi, j'avais le privilège d'avoir 2 beaux-frères qui évoluaient dans des clubs belges, Saint-Tron et Anderlecht, justement. Tu restes en Belgique jusqu'à quel âge? 19 ans.
à 19 ans, je termine mes humanités et je reviens en vacances au Congo. On sait ce que c'est. Aujourd'hui, on voit le spectacle. Quand les enfants terminent les examens d'État, ils brûlent tout, ils font la folie. Nous, on ne faisait pas la folie, mais on a ce sentiment quand même de puissance en nous. On se découvre plus puissant qu'on ne l'était. On était enfant, on était encadré, on était accompagné. Là, c'est une nouvelle vie qui vous attend. Une vie qu'on imagine de liberté et d'indépendance, et dont moi je rentre dans cet état d'esprit ici. Entre-temps, il y a mon frère, celui qui vient avant moi, qui est en train de terminer l'université. Et donc mes vacances, je les passe avec lui, ces week-ends sortis, ce que je ne faisais pas. Moi j'étais dans un internat de religieuses, donc la vie était assez stricte, et donc je découvre toute cette ambiance et je décide de ne pas rentrer. J'étais programmée pour rentrer faire l'université à Louvain, et puis vers la fin des vacances, je dis à mon père, non, je ne rentre plus, je voudrais faire l'université à Kinshasa. À la faveur de ces vacances à 19 ans, tu tombes amoureuse du Congo et tu décides de ton plein gré en essayant À cette étape, je ne sais pas si je tombe amoureuse du Congo ou de l'ambiance que j'ai trouvée au Congo à ce moment-là. C'est plus tard, je pense, en vivant ici, que je me suis mise à m'attacher à mon pays, en redécouvrant les trésors cachés du Congo, que je vais me réapproprier mon pays. Et je pense que c'était bien que je revienne, parce que si j'étais restée en Belgique, j'aurais été une parfaite petite Belge. Je pense que le moment était venu, et là je dis ce sont les voies de Dieu. Mais tu gardes quand même beaucoup de choses de la Belgique ? C'est-à-dire ? Ces 10 ans à l'internat, cette ambiance que tu disais stricte, un peu morne, les différentes saisons. Morne, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai aimé mes années de pensionnat, je dois l'avouer. J'ai beaucoup aimé, et je pense que ça a contribué, que toutes les étapes de la vie contribuent à ce qu'on est plus tard. Et donc, je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, je pense avec beaucoup de... pas de regret, mais avec... beaucoup de bonheur à mes années pensionnat. J'ai fait pas mal de choses qui m'ont plu. C'était un autre mode de vie, c'était autre chose. Et tout ça, aujourd'hui, certainement face à certaines situations, influence mes décisions. Tu effectues un cursus au campus ? Oui. En droit ? En droit, oui. Là encore, si j'entre dans les détails, on va passer. Non, mais... Mais je veux dire, oui. J'ai eu du mal d'ailleurs. En fait, au départ, lorsque j'étais aux humanités, au début des humanités, je voulais être infirmière. À la fin des humanités, je voulais être médecin. Et tu sais comment ça se passe en Belgique. Dernière année, on va dans un campus, dans une université, on va voir la faculté que l'on veut fréquenter. Moi, je suis allée visiter la faculté de médecine à Liège. Alors, je voulais faire de la chirurgie, je ne sais pas pourquoi, et on nous a projeté, on a entendu un chirurgien qui nous a parlé et qui a déconseillé, qui a dit que pour faire la chirurgie, il fallait avoir une force, il déconseillait cela aux femmes parce qu'il fallait avoir une très grande force physique qu'on n'avait pas toujours. Enfin bref, je vais passer les détails. On nous a fait une projection d'une opération et on est allé voir une opération. Moi, je n'ai pas résisté. J'avais oublié que j'étais sensible et allergique à la vue du sang et des blessures. Et donc, j'ai vu cet homme qu'on avait opéré, avait ses intestins sur le ventre, on nous expliquait, et j'ai tourné de l'œil. Je me suis évanouie, je me suis dit non, la médecine, c'est pas pour moi. Alors, plus modestement, je me suis dit, bon, je veux m'occuper des autres, de l'homme. C'était ça qui me préoccupait. Je dis, je vais faire de la sociologie, c'est l'homme qui est au centre des études, je vais faire. Mais en arrivant à Kinshasa, la faculté de sociologie avait été transférée à Lubumbashi. Il n'était pas question pour moi, qui revenais de Belgique après tant d'années, de m'éloigner de ma famille, ce qui est normal. Et donc, à Kinshasa, il me restait l'économie et le droit. Logiquement, j'aurais dû faire l'économie, mais je ne sais pas, peut-être parce que j'avais un grand frère qui avait fait le droit. Je me suis dit, bon, je vais faire le droit, et j'ai fait le droit. Tu as failli faire chirurgie, tu as fait le droit, il y a un de tes grands frères qui a fait le droit, et il y a un de tes petits frères qui t'a vengé en chirurgie.
Absolument, qui fait notre fierté d'ailleurs. Avant de continuer cet entretien, Marie-Madeleine, ça me fait très bizarre. D'ailleurs, je suis un peu content. Ce sera la première fois et la dernière fois, je vais apprécier le moment. Donc, avant de continuer cet entretien avec Marie-Madeleine Kalala, chaque semaine, je prends un sujet. J'en fais mon affaire, je le triture un peu. Ça s'appelle les éditos, c'est mon édito hebdomadaire. Les éditos, et on se retrouve juste après. Ça, c'est Bruce Kathleen Jenner. Et ça, c'est Conchita Wurst. Ces deux icônes modernes sont devenues les héroïnes incontestables et indiscutables à travers tout l'Occident. Je suis content d'appartenir à un pays où l'homosexualité n'est pas mentionnée dans la loi. La législation ne rentre pas dans la chambre des uns et des autres pour expliquer ce qui doit s'y faire entre adultes consentants ou ce qui ne doit pas s'y faire, et j'espère que ça va durer. Néanmoins, la surexposition médiatique et même parfois la béatification de ces deux personnages chez nos frères du Nord me laisse perplexe. Je peux très bien comprendre que l'identité sexuelle soit un problème pour beaucoup de gens à travers le monde. Mais je comprends beaucoup moins la sanctification de ces deux personnes et surtout le mélange des genres touffus qui l'accompagnent. Entre la pénalisation des actes privés dans certains pays africains et l'institutionnalisation des fragilités psychologiques dans les pays européens, il y a peut-être un juste milieu à trouver, non ? Sans compter les valeurs un peu boiteuses de la télé-réalité qui adore exploiter et user ce genre de sujet pour faire des millions sur vraiment pas grand-chose, et même presque rien. Accédez à nos 600 aéroports à travers le monde et à tous les points de vente Airtel. À nos réductions spéciales sur les hôtels sélectionnés, sur les appareils et les téléphones. Et encore, à des primes de fidélité exclusives et beaucoup plus. Tout ce que vous voulez, considérez que cela est fait. Un tout nouveau monde de confort. On revient sur le plateau avec Marie-Madeleine Kalala. On a dit juste avant de lancer les éditos qu'on allait maintenant aborder ta vie professionnelle. Ta vie professionnelle, je l'ai dit dans le portrait, elle est marquée par plusieurs choses. Elle est assez large, assez riche. Elle est marquée par la société civile, par le combat pour les droits des femmes en général, par cette appartenance à la commission Justice et Paix, à la commission pontificale Justice et Paix, donc dans le Saint des Saints, au Vatican. J'aimerais que tu commences chronologiquement par le début. Cette fibre associative de militante, elle vient d'où? Elle commence où? Alors je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que nos années pensionnats ont toujours une influence, et je pense que oui. Très jeune ici, lorsque j'ai quitté d'ailleurs le Congo à l'époque, j'étais au Sacré-Cœur, donc chez les Sœurs du Sacré-Cœur, et là j'ai commencé à aller à ce qu'on appelait les guides. J'étais guide et c'est déjà une vie associative, je dirais. On apprend à vivre avec les autres, même si à l'école aussi. Mais là, c'est une vie où on apprend, c'est la dimension générosité, je pense, qu'on met en avant, parce qu'on vous apprend à faire des bonnes actions, on vous apprend la discipline et ainsi de suite. En Belgique, pendant toutes mes années internat, j'étais à ce qu'on appelait, si je n'ai pas oublié, au patronage.
n'est-ce pas? Je crois Le patron, voilà, tu vois, il y a longtemps. Et donc j'étais patronnée, comme on disait à l'époque. Et toutes mes années, je les ai passées comme patronnée. Donc c'est toujours cette vie-là. Et je pense que je l'ai gardée, que je l'ai portée, et que ça a même influencé le choix de mes études. Lorsque je dis que pour moi c'était la personne que je voyais, en fait c'est tout ce que j'ai retenu de ma vie, de ce que j'ai vu en famille, à côté par rapport au comportement de papa et de maman, parce que j'ai pas assez parlé d'elle finalement, alors qu'elle a un grand rôle. C'est elle qui nous a tenus avec sa discipline, ses encouragements. Moi je me souviens, et dans ma vie associative, ma mère est morte en m'accompagnant dans la vie associative. La première pétition que nous avons signée, on en parlera plus tard, avec Cause Commune, ma mère était signataire de cette pétition. Donc voilà, j'ai commencé cet amour de la vie associative très jeune. Ça commence en parallèle avec ta carrière d'avocate. Tu rentres dans la société civile? Non, c'est pas avec ma carrière d'avocate. En fait, je commence ma carrière professionnelle comme conseillère juridique. Je travaille d'abord dans une entreprise publique de l'État, à l'époque aux ACAF, l'Office aérois du café. Et je vais passer de nombreuses années à l'OSACAF. Je quitterai l'OSACAF en 90 pour aller travailler comme conseillère juridique au cabinet du président de la République, où je vais passer 2 ans. Au bout de ces 2 ans, on a changé de cabinet, donc je ressors du cabinet. Et à ce moment-là, je vais travailler comme conseillère juridique avec le cardinal à l'époque qui était président du Haut Conseil Parlement de transition. Je vais travailler avec lui jusqu'à ce qu'il quitte le Parlement. Je serai dans son cabinet comme conseillère juridique. Et puis plus tard, je serai conseillère juridique dans des cabinets ministériels. Et ma vie associative commence dans les années 80, donc lorsque je suis à l'OSACAF. Là, c'est l'association des femmes juristes du Congo. Donc, j'étais et je suis membre de l'association des femmes juristes du Congo. Et c'est là que commence ma vie associative. C'est là que commence ta vie associative. On va certainement passer assez rapidement sur certaines étapes. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui est peut-être l'acte fondateur de tout ce que nous vivons aujourd'hui. À partir de 2001, c'est tout ce processus de dialogue qui nous emmène à Sun City. Je voudrais que tu nous racontes, tu nous dises comment tu as vécu cette période qui nous a emmené finalement à la constitution que l'on vit aujourd'hui et qui fait tant parler. Donc moi je suis allée à Sun City effectivement comme membre de la société civile féminine en fait. J'occupais le poste, les places pour les femmes qui étaient octroyées aux femmes. On a commencé d'abord avec les péripéties de mise en place de la facilitation. Lorsque la facilitation est mise en place, on désigne les premières personnes. Nous devions aller d'abord à une réunion au Bénin. Et on est allé à l'aéroport, on n'était pas nombreux à l'époque. Et puis on a décidé d'élargir à une plus grande délégation. Nous sommes allés à Addis Abeba, mais le format ne nous convenait toujours pas, notamment la société civile. Nous avions dit qu'on ne pouvait pas prendre une partie de la société civile, alors que la délégation était constituée de beaucoup plus de membres venant de toutes les provinces. Il fallait la représentativité de la délégation. Et donc c'est comme ça qu'on va suspendre pour nous retrouver finalement à Sun City en 2002. Est-ce que ce processus de négociation qui se termine par le consensus fondateur de la République que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il t'a rendu optimiste? Oui, je pense, absolument, parce que moi on dit souvent la transition n'a rien donné. Je dis si, la transition a donné 2 choses. Cette constitution qui est là aujourd'hui, bonne ou mauvaise, mais c'est une constitution qui a eu le mérite en tout cas de permettre à ce pays d'être ce qu'il est jusqu'à maintenant, même si on redit. Et deuxième chose, ça nous a permis d'organiser les premières élections libres et transparentes dans ce pays. Transparentes,
Mais enfin, c'était transparent quand même, qu'on le veuille ou non. Ça nous a permis d'avoir des institutions légitimes dès 2006. Okay. D'accord ? Tu deviens ministre des Droits humains en quelle année ? En 2003. Tu restes ministre jusqu'en ? 2007. 2007. Début 2007. Tu restes ministre des Droits humains pendant presque 4 ans ? Presque, oui, 3 ans et demi. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience, encore une fois, et tu en sors dans quel état d'esprit pour la suite ? Ce que j'en garde comme expérience, je trouve, ça m'a permis de découvrir beaucoup plus de choses. D'abord, d'apprendre de voir le Congo profond. Parce que comme ministre des Droits humains, j'ai parcouru ce pays et j'ai vu des choses. Je dois dire que j'ai eu des moments de joie lorsque je pouvais apporter du réconfort et du bien, et j'ai eu de gros moments de spleen, donc de tristesse, d'amertume. Voilà. Et j'en suis sortie avec la conviction qu'il fallait rester mobilisé pour ce pays, parce qu'il y a énormément, encore trop de choses à faire pour ce pays. Justement, faire entendre ta voix. La dernière question que j'aimerais te poser, parce que ça a été vite, hein. Ça a été vite, on est déjà presque à la fin de cet entretien. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est l'actualité, c'est cette constitution que tu as participé activement. Cette constitution, elle fait l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup de commentaires. On parle aussi des élections, de l'organisation des élections. Tout ça fait partie d'un même package. L'organisation des élections, le délai, les gens de la majorité qui parlent de modification ou de ne pas modifier la Constitution, le président qui reste muet par rapport à toutes ces questions, ce qui laisse place à évidemment beaucoup de spéculations, etc. Je voudrais que tu me donnes ton sentiment assez rapidement par rapport à tout ce processus qui est discuté, commenté et qui fait couler beaucoup d'encre et gaspiller beaucoup de salive. Bon, j'ai dit que nous avions eu le mérite d'organiser des élections, ok ? Parce que nous étions tous d'accord et que nous voulions aller. Je ne vois pas ce qui est compliqué lorsqu'on connaît. Aujourd'hui, on discute autour de la Constitution. Est-ce qu'on revoit la Constitution, on révise la Constitution, on ne la révise pas? Mais tout cela est prévu par la Constitution elle-même. Il y a des choses. Aujourd'hui, on peut faire une révision de la Constitution, mais pourvu qu'on ne touche pas aux articles que nous avons décidé ensemble de verrouiller. On est dans un pays démocratique, ok? Donc on pose les jalons de la démocratie. Et moi je pense que les valeurs républicaines veulent que lorsqu'on a fait un travail ensemble, qu'on puisse le respecter. Parce que nous l'avons fait de commun accord. Et donc, je ne vois pas pourquoi il y a toutes ces discussions aujourd'hui. Pour moi, il est clair qu'il y a des articles auxquels on ne peut pas toucher. Mais curieusement, et c'est ça le mal chez nous en Afrique, moi j'ai participé à l'élaboration de cette constitution. J'ai fait la sensibilisation, la vulgarisation de cette constitution. Je me verrais très mal aujourd'hui en train de dire « oui, aujourd'hui, bon, écoutez, les choses ont changé, nous allons adapter, il faut revenir sur tel... » Non. Non, si on veut que les choses soient stables, on doit continuer avec la stabilité que nous voulions instaurer. Donc, à mon avis, il y a des discussions aujourd'hui qui deviennent suspectes parce qu'elles apparaissent à un moment où les choses sont déjà tracées. Le cycle électoral, on le connaissait depuis longtemps. Depuis que nous avons quitté Sun City, on a parlé du cycle électoral. Nous l'avions établi ensemble, qu'il fallait commencer par la base pour aller au sommet. Mais jamais personne ne s'est soucié de vouloir mettre en place cette base. Et aujourd'hui, curieusement, à 1 année et demie du délai, on nous dit non, il faut revenir. Non. Non, je pense qu'il y a un problème de respect de la parole donnée. Donc, effectivement, ta conclusion par rapport à tout cela, c'est que tout est clair et que tout ce qui pourrait aller contre ce qui a déjà été décidé est suspect et sort du cadre républicain. Je voudrais dire ceci. Tout est clair dans la mesure où on suit ce qui est dit dans les textes de loi.
Il suffit de suivre. Ce qui devient difficile, c'est nous les hommes qui venons avec nos problèmes et nos complications. C'est là que ça devient. Et effectivement, aujourd'hui, on dit qu'il est difficile d'aller aux élections parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'argent? Nous savions qu'il y aurait des élections en 2016, qu'il y avait un cycle qui se préparait à partir de 2015. Et même, on aurait pu organiser les élections locales en 2014. Nous le savions déjà il y a quelques années. Tout cela n'a pas été fait et tout d'un coup on se dit non, 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 il faut tout faire, parce qu'on nous a réclamé un calendrier global. Mais maintenant, pourquoi ne mobilise-t-on pas les fonds? Diriger, c'est d'abord prévoir. Absolument, c'est pas moi qui l'ai dit, merci de le rappeler. Donc voilà, moi je pense que les choses sont claires, mais c'est nous qui apportons nos péripéties. Pas nos péripéties, mais disons que l'eau est claire et c'est nous qui apportons la boue dans cette eau. Voilà, on arrive à la fin de cet entretien. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui pouvaient intéresser les gens par rapport à toi et par rapport à l'actualité. Je l'espère. Tu as répondu de manière claire et limpide. Marie-Madeleine Kalala, j'en profite. Merci d'avoir été mon invitée. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci. Quant à nous, donc vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. À la semaine prochaine, au revoir. J'aime beaucoup parce que ça change un peu des autres émissions où on est gazé, où on est préparé. Jean-Pierre fait beaucoup pour mettre ses invités à l'aise. Et donc je venais d'ailleurs sans trop d'appréhension parce que je savais que ça se passerait dans cette ambiance-là. Donc c'est tout ce qui peut plaire à un invité. Et puis vous êtes une équipe formidable.